Amis auditeurs de North Africa Talks, bienvenue à votre podcast préféré sur l'actualité géopolitique en Afrique du Nord. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui à partir de Genève le Dr Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen et grand expert du monde arabe. Ensemble, on parlera de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à Washington et ses implications sur la rive sud de la Méditerranée. Monsieur Hasni Abidi, bonjour. Bonjour, Monsieur Akram. Donc, encore une fois, bienvenue. Pourriez-vous nous donner une vue d'ensemble de ce que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait signifier pour l'Afrique du Nord, une région souvent perçue comme secondaire, voire marginale, dans les priorités de Washington? Oui, c'est vrai qu'on a toujours besoin de premier mandat parce que le premier mandat nous offre une analyse comparative et on va construire finalement ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait durant le premier mandat de Trump pour anticiper les actions ou les contours de la politique étrangère de Trump durant ce second mandat. C'est vrai que l'Afrique du Nord et l'Afrique d'une manière générale, en tout cas, contrairement, et là je fais la différence bien sûr quand on parle de MENA, Middle East, North Africa, et évidemment qui englobe au-delà bien sûr de certains pays de Proche et de Moyen-Orient, mais aussi pour les Américains, mais aussi certains pays, les pays de l'Afrique du Nord. Pour les Américains, donc dans leur département, comme vous le savez, au State Department, ils ont un département, un bureau qui couvre du pays du Golfe jusqu'à la Mauritanie. Mais l'intérêt n'est pas le même pour l'Afrique du Nord, qui s'arrête, bien sûr, si on veut avoir une conception plutôt franco-française, qui s'arrête à la Libye. L'Afrique du Nord n'a pas été disons qu'un dossier prioritaire pour le président Trump durant son premier mandat. C'est vrai qu'il avait tellement d'autres dossiers sur le plan intérieur. Et évidemment, il avait aussi les relations un petit peu avec la Russie, la Chine, qui sont accaparées de son mandat. Le deuxième mandat, nous avons quelques éléments d'analyse qui nous permettent finalement de dresser les contours. Et ces éléments plaident en faveur plutôt d'un mandat différent du premier, dans la mesure où il y aura plus d'intérêt, si on croit bien sûr ce travail qui a été fait, un travail gigantesque qui a été fait par The Heritage Foundation, qui est la boîte à idées, en quelque sorte, des néoconservateurs américains, et qui a réalisé un travail avec l'aide de plus de 10 centres de recherche, donc 10 think tanks américains, tous un peu d'orientation de droite, voire de la droite conservatrice, qui ont tout simplement préparé le mandat de Trump. Voilà ce qu'il faudrait faire. Quels sont les axes de l'administration américaine? Et on voit dans ce grand document de The Heritage Foundation, on voit à peu près, c'est un travail de 900 pages où il y a un intérêt pour l'Afrique. Deuxième élément, deuxième indicateur en quelque sorte, c'est que l'administration avait déjà commencé à discuter et à faire un hearing, comme on dit, des écoutes avec certains responsables. Certains ont travaillé avec l'ancienne administration de Trump, comme Peter Pham, comme John Volz, etc., Tibor Nagy, qui ont travaillé déjà sur l'ancienne administration et qui étaient responsables un petit peu du relais plutôt Afrique, parce qu'il y a beaucoup de liens entre l'Afrique du Nord et l'Afrique, ce n'est pas le même casting quand on travaille, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, sur l'Égypte et sur les pays du Golfe. C'est un casting complètement différent. Donc, ça veut dire que notre région, elle va être naviguer un petit peu entre les thématiques qui concernent l'Afrique, mais aussi, puisqu'il y a un prolongement naturel des pays de l'Afrique du Nord, mais aussi des dynamiques qui concernent, par exemple, l'Égypte, la relation entre la Libye et l'Égypte, mais aussi le conflit israélo-palestinien et autres. Donc, pour répondre à votre réponse, oui, il y aura de l'intérêt. L'Afrique, ou je dirais la région de MENA, ne sera pas du tout secondaire. L'Afrique du Nord, elle aura une priorité, mais attention, ce n'est pas la même priorité que d'autres conflits qu'on connaît déjà, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Et à l'intérieur de l'Afrique du Nord, l'administration de Trump fera bien sûr un tri qui obéit finalement
aux priorités d'une manière générale de Trump. Trump a une dimension transactionnelle qui est un élément structurant de sa politique étrangère. Tout est basé sur la transaction. En quelque sorte, la transaction devient un élément fondamental de sa diplomatie. C'est pourquoi on l'appelle une diplomatie transactionnelle, c'est-à-dire ce que j'offre, ce que vous m'offrez. Et d'ailleurs, même Peter Pham, qui est un grand spécialiste de l'Afrique, puisqu'il était l'envoyé spécial de Trump dans la région du Sahel, dans la région des Grands Lacs, etc., c'est lui-même qui a proposé ce mot donnant, en quelque sorte, pour dire que les États-Unis doivent aussi responsabiliser les autres États. Donc, premier élément, la région, elle sera présente, probablement beaucoup plus important. Deuxième élément, c'est qu'il y aura, un paradigme nouveau, c'est-à-dire quel est l'intérêt. On a bien vu l'administration américaine qui commence déjà à couper les vivres à plusieurs États de la région, mais aussi à mettre en stand-by comme l'USAID, qui est un instrument important dans la diplomatie américaine. Troisième élément, c'est qu'il y a tout de même une dimension qui est évolutive chez le président Trump. Et elle est évolutive, c'est que le président va conduire une politique étrangère en fonction de d'autres acteurs qui ne sont pas forcément de la région, que ce soit en Afrique du Nord ou au Sahel, ou bien plus loin, c'est-à-dire en Égypte, par exemple. C'est plutôt les deux autres acteurs, la Russie et la Chine. Ce sont comme deux acteurs qui vont beaucoup compter dans la conception de la nouvelle politique étrangère américaine. Et vous ne pensez pas que la France aura un rôle à jouer dans ce schéma en Afrique? Elle aura un schéma. Alors, si on prend cet indicateur, comme on dit, un indicateur objectif, ce qui est le rapport de Heritage Foundation, je n'ai pas j'ai pas compté la France, mais le rapport, il fait 900 pages avec les annexes, etc. Figurez-vous que l'Afrique est citée 60 fois, mais ce qui est très intéressant, je voulais voir combien la Chine est citée. Presque à chaque 3/4 de page, elle est citée. La Chine est citée 470 fois. Donc, il y a 470 citations de la Chine, très peu de la France. Selon les analystes qui ont fourni donc ce travail de base, évidemment, qui va être lu plutôt par le conseiller à la sécurité nationale, par les services de Marco Rubio, surtout c'est les premiers destinataires, et probablement par J.D. Vance, le vice-président. On parle de l'Afrique comme partenaire. L'administration Trump, ou ceux qui conseillent, les conseillers de la nouvelle administration, conseillent plutôt de partenariat, en disant que le Maghreb reste tout de même avec une hégémonie française, et certains pays aussi du Sahel où la France garde des liens. Mais on a bien vu que même cet élément-là, il ne résiste pas à l'analyse avec ce que s'est passé comme changement important dans les élites qui gouvernent certains pays africains comme le Niger, le Mali, le Sénégal, Burkina Faso et même Tchad, même s'il y a la continuation, mais quand même c'est un nouveau président, un jeune qui n'a pas forcément les mêmes avis que son père Driss Déby. Donc oui, la France, elle est citée comme, en quelque sorte, comme un soutien, mais pas comme un acteur principal, c'est-à-dire que l'Amérique est appelée à conduire certaines politiques en collaboration avec la France, évidemment, allusion faite à l'Afrique du Nord et les pays du Sahel. Moi, je pense plutôt que c'est un partage de rôle et probablement un plan américain ou une initiative américaine pour ne pas brusquer ou pour ne pas fâcher les Français. On va revenir à la région Afrique du Nord. On va essayer de détailler pays par pays, si vous le voulez bien. Donc, j'aimerais commencer par le Maroc. On va essayer de faire d'ouest en est. Donc, le Maroc était sorti à la fin de l'ère Trump, du premier mandat de Trump, victorieuse, avec le fameux tweet de Trump reconnaissant la marocanité du Sahara occidental. Donc, le Maroc aujourd'hui salue avec enthousiasme la réélection de Donald Trump, notamment en raison de sa reconnaissance en 2020 de sa souveraineté sur le Sahara occidental. À quoi peut-on s'attendre concrètement sous ce second mandat? Par exemple, est-ce qu'on ira vers un renforcement de ce qui n'est au départ qu'un simple tweet?
à part l'ouverture d'un consulat américain dans les territoires occupés du Sahara occidental, ou d'autres mesures, ou bien il faudrait s'attendre à plus de prudence du côté de Donald Trump. Alors, le rapport concernant le Maroc, il parle plutôt d'un engagement américain qui va jusqu'à 3 milliards de dollars dans cette région. Euh, les analystes de Heritage Foundation disent que les États-Unis doivent s'investir. Ils ne parlent pas, donc on n'évoque pas la question de la reconnaissance du plan de l'autonomie, ce qu'on appelle le réalisme du plan d'autonomie, en quelque sorte la souveraineté marocaine, mais ils reviennent sur les questions économiques où ils disent que les États-Unis ont beaucoup à gagner dans une zone qui est riche. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que probablement il y aura des discussions, il y aura même une surenchère, à mon avis, pour dire, voilà, quel est le prix finalement donné aux Américains. En quelque sorte, je veux dire que il est bien probable qu'il y ait une discontinuité, c'est-à-dire qu'on ne va pas construire sur ce tweet-là pour dire que la relation entre le Maroc et les États-Unis va continuer comme elle s'est arrêtée au lendemain de départ de Trump de la Maison-Blanche. Si les Américains, c'est ce que j'ai bien compris en lisant le rapport, si les Marocains veulent plus d'engagement en faveur du plan d'autonomie, ils doivent d'abord montrer qu'est-ce qu'ils ont à offrir à l'administration américaine. Je pense que cette idée dans le rapport, elle est intéressante parce qu'elle répond aussi à une certaine idée que fait le président Trump de la gestion du pouvoir et des relations internationales. Le rapport parle bien sûr d'un investissement américain donc de 3 milliards de dollars. Il parle aussi donc de l'Algérie comme partenaire. Il dit que finalement, ce que les États-Unis vont faire pour créer ce qu'ils appellent l'axe atlantique méditerranée, avec bien sûr avec un grand port dans les territoires occupés, en lien avec le Tanger Med à Tanger, va être un élément de construction et un élément aussi de convergence économique. On retrouve un petit peu le vocabulaire economy first, c'est-à-dire comment finalement on peut aplanir certaines divergences avec l'économie. Difficile pour l'administration américaine, même si le tweet n'existe pas, mais vous savez, en relations internationales, on ne peut pas faire une reconnaissance, on ne peut pas acter une reconnaissance par un tweet. Un tweet, ce n'est pas une reconnaissance officielle ou une déclaration, etc. C'est-à-dire il faut vraiment quelque chose de, quelque chose de codifié. Mais évidemment, l'administration américaine, la relation avec le Maroc, elle est conditionnée par 2 éléments. La question du Sahara occidental. Le deuxième élément, c'est les accords d'Abraham. Il faut souligner que le Maroc s'est bien investi dans sa relation avec Israël. Les relations sont arrivées à un niveau qui dépasse en matière de coopération sécuritaire, touristique, culturelle, etc., même les relations qui sont en stand-by. Par exemple, aujourd'hui, c'est une paix froide entre l'Égypte et Israël, ou la Jordanie et Israël. Alors, le Maroc est allé très loin dans cette coopération et il veut avoir des gains de cette administration qui a promis beaucoup de choses donc à Rabat. Donc, ce sont 2 éléments, à mon avis, qui vont conditionner cette relation. La question de Sahara occidental, évidemment, et les investissements, et probablement ce qu'il pourrait offrir, finalement, aussi des gains d'investissement dans sur ces terres. Et la deuxième question, c'est la question de Sahara occidental, des accords d'Abraham et la relation avec Israël qui reste tout de même une priorité importante pour le président Trump. Vous avez un peu répondu à la question que j'allais poser concernant les accords d'Abraham, mais je voulais un petit peu approfondir quand même tout cela. Est-ce que vous ne pensez pas que Trump serait tenté de pousser le Maroc à jouer un rôle encore plus actif dans ce processus, notamment dans le processus de résolution de la guerre à Gaza? Et est-ce que vous ne pensez pas que Washington aujourd'hui compte beaucoup sur Rabat pour s'impliquer dans la résolution de ce problème? Difficile de répondre à cette question. D'abord, les acteurs ou ce qu'on appelle les entrepreneurs, ceux qui remplissent
une mission existe, ils sont nombreux. Pour les accords d'Abraham, il y a un élément qui est très important. L'Arabie Saoudite aujourd'hui rechigne à signer parce que, évidemment, elle a des exigences importantes à négocier cette normalisation. Elle négocie, d'ailleurs, elle le fait bien d'ailleurs, de placer la barre très haut. Le programme, comme vous le savez, le programme nucléaire civil, mais aussi la levée de toute interdiction contre les armes qui étaient jusque-là donc interdites à l'Arabie Saoudite. Et le troisième élément, c'est bien sûr aussi intervenir pour la fin ou pour contenir le programme des missiles iraniens, en quelque sorte, de contenir l'influence des Iraniens, même si les Iraniens ne sont pas dans une position triomphante. Donc, vous voyez un petit peu les exigences saoudiennes. L'autre exigence saoudienne, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un processus, un début de processus de paix. Quand on parle aux Saoudiens des accords d'Abraham, il ne vous calcule même pas. C'est-à-dire que le prince Mohammed Ben Salman, il a un paradigme complètement différent. C'est-à-dire, il dit que l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un pays qui va suivre les autres, en quelque sorte. Il ne va pas s'accrocher à un train qui a déjà démarré, celui des accords d'Abraham. En quelque sorte, MBS, il veut un accord taillé sur mesure pour lui, parce que c'est vrai, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas les Émirats, ce n'est pas le Bahreïn, ce n'est pas le Maroc. En quelque sorte, ceux qui sont prêts à jouer un rôle important et qui ont les moyens, les ressources, à la fois économiques, mais aussi politiques et aussi financières, ne sont pas du côté de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas le Maroc, c'est plutôt l'Arabie Saoudite. Parce que si l'Arabie Saoudite vraiment normalise ses relations, je peux vous dire, c'est un événement, c'est un tournant dans ce qu'on appelle le système régional. Donc, je nous vois mal vraiment demander au Maroc de jouer un rôle pour promouvoir les accords d'Abraham. En revanche, si vous voulez dire le promouvoir pour certains États africains, mais vous savez, les États africains aussi, avec ces changements démographiques très importants et ce renouvellement des élites au pouvoir, elles peuvent très bien revendiquer un rôle direct, c'est-à-dire une négociation directe pour maximaliser les gains en cas vraiment d'une volonté. Certains pays, quand je parle de certains pays africains qui n'ont pas encore normalisé et qui seraient évidemment tentés par justement passer à l'acte. Parlons maintenant de l'Algérie. L'Algérie, on l'a vu ces derniers temps, a procédé à une sorte de rapprochement avec les États-Unis. On a vu de nombreuses délégations américaines, notamment de l'armée américaine, de l'AFRICOM notamment, venir visiter Alger et rencontrer de hauts responsables algériens. On a parlé d'un mémorandum d'accord entre l'AFRICOM et le ministère de la Défense nationale algérien. Est-ce que l'Algérie est en train de se rapprocher de Washington ou est-ce que cette volonté vient plutôt de l'administration Trump, selon vous? Il y a un intérêt mutuel. Par exemple, dans le rapport, je le cite parce qu'il est considéré comme une référence importante, parce qu'il vient des néoconservateurs proches de Donald Trump. Le rapport n'est pas tendre avec l'Algérie. Donc, il évoque la question de Sahara occidental, par exemple, avant de répondre à votre question. Et d'ailleurs, je ne sais pas, probablement, vous savez qu'il y a toujours un lobbying. Quand on rédige même une note ou quand on rédige une étude dans un centre de recherche, on subit un certain lobbying. J'étais surpris de voir qu'il y a une allusion par un centre de recherche qui parlait de l'Algérie qui laisse une place où, évidemment, le rapport a été rédigé avant l'assassinat de Hassan Nasrallah et avant un peu la déconfiture des Iraniens en Syrie, mais au Liban. Il parle de liens entre l'Iran via le Hezbollah et, bien sûr, et les militaires et les combattants des membres de Polisario. C'est pour vous dire comment parfois ces éléments d'analyse, ils peuvent être porteurs de beaucoup de risques s'ils ne sont pas factuellement vérifiables. Donc la question, évidemment, et pour les Américains, ils disent que ce conflit de Sahara occidental, il doit être absolument résolu. Tellement ambitieux et enthousiastes les rédacteurs de ce rapport qui disaient que finalement, le conflit de Sahara occidental pourrait être une première ou le premier test pour le président Trump avant d'attaquer d'autres conflits beaucoup plus importants
qui sont nominément ici, l'Ukraine et aussi ce qui se passe au Proche-Orient. Vous voyez, aujourd'hui, on voit complètement l'inverse. On a l'impression que le président Trump, il a plutôt laissé cette partie-là et il s'occupe maintenant plutôt de d'autres dossiers beaucoup plus urgents qui sont l'Ukraine, comme il avait dit dans sa campagne électorale, et ce qui se passe à Gaza. Oui, il y a toujours un intérêt mutuel entre les deux pays. Il faut rappeler que l'administration Biden n'a visité l'Afrique qu'une seule fois, c'était à la fin de son mandat. Le président Trump n'a jamais mis les pieds dans un pays africain. Si on exclut, bien sûr, l'Égypte, si on exclut un petit peu même l'Égypte n'est pas été. C'est plutôt son secrétaire d'État, il a battu le record de visite. Tous les secrétaires d'État, c'était entre l'Égypte et les pays du Golfe. C'est très intéressant de voir finalement ces indicateurs, comment les pays du Golfe deviennent finalement la destination la plus visitée quand on parle de Moyen-Orient et quand on parle aussi de l'Afrique. Addis Abeba, c'était avec les démocrates. Trump n'a pas été dans un pays africain. Et certains critiques, à raison d'ailleurs, ils disent si aujourd'hui il y a un repli, il y a un désintérêt, on a une faiblesse, les Américains sont moins présents, c'est parce que justement il y avait tellement de coupures budgétaires dont le personnel diplomatique et consulaire et aussi de l'agence de développement, l'USAID. C'est pour vous dire qu'on est face à une situation difficile où les Américains doivent reconstruire. Ceci n'est pas là valable, bien sûr, pour l'élément que vous avez évoqué, l'élément militaire, qui n'est pas forcément, parfois, qui n'attend pas le feu vert, un vote, par exemple, du Sénat ou du Congrès, ou bien sûr, pour voter un budget. Les États-Unis sont toujours sans une base fixe. L'Africain, on sait qu'il y a toujours le débat est toujours là pour trouver, pas pour déménager de l'Allemagne, mais pour trouver plutôt un pied-à-terre, un backup dans un pays africain. Je ne sais pas exactement où sont les discussions, mais il y avait plusieurs États qui ont candidaté et jusqu'à maintenant, la décision n'a pas été prise. Les relations avec les deux institutions, avec l'armée algérienne et bien sûr avec les Américains, d'abord, comme vous le savez, je crois qu'il y a des facilitations en termes de passage de navires militaires. Il y a aussi une collaboration qui ne date pas d'aujourd'hui, elle est très ancienne entre les Algériens et les Américains. Quelle est finalement quelle est la finalité? Je pense que les Américains suivent très bien les relations d'abord avec la Russie. Ils sont conscients que l'importance de l'Algérie qui partage des frontières les plus grandes avec les pays du Sahel, et ça c'est un élément central, c'est un élément qui va motiver davantage l'administration de Trump de s'intéresser à cette région, évidemment en raison de la menace djihadiste et la menace terroriste. Et les Américains, les officiers américains, sont conscients, savent pertinemment que l'Algérie a acquis une certaine expertise très importante en matière justement de lutte contre le terrorisme, mais aussi dans sa connaissance avec ces pays-là. Et je pense que ces éléments-là aussi, l'Algérie doit les utiliser, en faire un usage à bon escient pour maintenir d'abord cette relation, cette proximité. Je crois que l'Algérie a gardé son ambassadeur aussi, qui est apprécié par les Américains, peut-être aussi par les Algériens, l'actuel ambassadeur à Washington. Il y a un intérêt, en tout cas, important de la part des autorités algériennes, donc de bien d'investir dans le champ des relations entre l'Algérie et les États-Unis. Je suis tenté par vous dire que finalement, en étant en Europe, que même les mauvaises relations finalement entre l'Algérie et la France poussent les décideurs algériens aussi à s'investir davantage et à pousser aussi vers une relation aussi de qualité avec Washington. Deux questions concernant l'Algérie encore. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on s'achemine vers une sorte de retrait militaire américain de l'Afrique et d'un rôle de security provider que pourraient déléguer les États-Unis à l'Algérie? Et deuxième question, justement pour revenir à ce que vous avez appelé ce regard transactionnel de la diplomatie de Trump, est-ce que vous ne pensez pas que l'Algérie joue de ça aussi, de par ses capacités d'exportation de gaz et d'hydrocarbures de manière générale,
pour établir de bonnes relations ou du moins des relations plus réalistes avec Washington. Alors l'Algérie, elle le fait, mais elle l'a fait, mais sans attendre Trump. C'est-à-dire que je dis toujours à mes collègues européens dans des centres de recherche, je leur dis toujours l'Algérie a montré finalement que c'est un partenaire fiable. L'Algérie n'a jamais fait usage politique d'une ressource importante qui est le gaz. L'Algérie a répondu, présente, quand il y avait un besoin du gaz, et elle a essayé d'augmenter sa production malgré les limites de ses ressources. D'abord, une grande partie va vers le marché local, et l'autre partie, elle est déjà vendue d'avance, comme vous savez. Et malgré ça, elle a répondu présente. Mais elle n'a jamais, en tout cas, rechigné ou conditionné, en quelque sorte, ses livraisons de gaz. Et donc ça, c'est un aspect transactionnel, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que c'est un partenaire fiable. On ne mélange pas la politique avec le commercial. Avec Trump, c'est une autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, certes dosé, entre l'économie et la politique. Et je pense que l'Algérie, avec cette expérience-là, c'est-à-dire que c'est un partenaire fiable, sérieux, sûr aussi pour les marchés européens, avec le hub qui existe, mais aussi les Italiens eux-mêmes disent que depuis l'amélioration des relations avec Alger, ils disent que la part des migrants, en tout cas, qui arrivent sur le territoire italien, l'Algérie occupe presque la dernière place. C'est-à-dire pour voir que l'Algérie, finalement, quand elle s'engage, qu'elle s'est engagée avec les Italiens pour vraiment ce qu'on appelle donc contrôler ou réguler la mobilité migratoire, elle s'est engagée jusqu'au bout. Et aujourd'hui, même pour les Français ou pour la frontière sud de l'Europe, l'Algérie a cette arme, c'est une arme atomique, la question des frontières de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a à peu près entre 4 000 et 5 000 migrants qui viennent en Algérie. Évidemment, il y a tout de même une politique de retenue très importante, qui n'est pas du domaine donc de l'usage en quelque sorte de l'arme migratoire. La Turquie a fait, et elle a obtenu le pacte migratoire avec 5 milliards de dollars. Le Maroc, quand sa relation n'était pas très bonne, il l'a fait avec, souvenez-vous, ce qui s'est passé au port de Ceuta et Melilla, en obligeant les Espagnols à changer radicalement leur position. Donc l'Algérie, oui, elle a une approche transactionnelle, mais elle reste vraiment dans le domaine de la transaction. Et je pense que les Américains savent très bien qu'ils ont en face un partenaire qui est sérieux. Est-ce qu'elle va être un provider? Ça, je ne sais pas. Il y a toujours quand même des risques d'être un provider ou d'être un agent local, en quelque sorte, pour les Américains. Je crois que l'Algérie, comme vous le connaissez, c'est bien. L'Algérie, c'est vrai qu'elle a voté, ou elle a un amendement constitutionnel qui permet à l'armée d'être en dehors de ses frontières quand c'est besoin. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, elle est appelée à préserver ses intérêts, mais la question de partenariat avec les Américains, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui doit être défini pour montrer quelles sont les limites finalement de ce que l'Algérie est appelée à fournir aux Américains. Et on sait si jusqu'à maintenant, les Algériens, comme vous le savez, étaient parmi les premiers consultés pour l'Africom, pour le siège de l'Africom, et l'Algérie avait rejeté cette offre. Parlons de la Tunisie maintenant. La Tunisie qui se bat un peu entre l'indifférence internationale et les nouveaux challenges qu'elle est en train de connaître. Donc, ce pays est souvent perçu comme un modèle de transition démocratique, surtout par Washington, après la révolution de Jasmin. C'est un pays qui a bénéficié du soutien américain sous les démocrates. L'USAID a été très, très active en Tunisie. Elle a investi lourdement sur la société civile tunisienne. Et Trump, avec son peu d'intérêt affiché pour la démocratie et les printemps arabes, est-ce qu'il pourrait reléguer la Tunisie au second plan ou bien est-ce qu'il
il s'accommoderait de ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, qui est une sorte de durcissement politique et une sortie de la révolution. Pour la Tunisie, vous êtes franchement mieux placé que moi, Akram, pour parler de la Tunisie. Donc, je ne vais pas m'hasarder sur ce terrain. Pour avoir co-dirigé un livre qui s'appelle Le Moyen-Orient selon Joe Biden, et d'ailleurs bientôt, donc la fin du mois, on sortira un sur le Moyen-Orient selon Donald Trump. Il y avait, c'est vrai, une relation plutôt de coopération, d'une grande compréhension de la part des Américains envers plusieurs projets, euh, présentés d'ailleurs à l'administration américaine, soit à l'USAID, soit ailleurs. Et la Tunisie a été suivie en quelque sorte presque comme un modèle, comme une expérience à suivre en matière de sortie de régime autoritaire vers un régime beaucoup plus ouvert. Et surtout, les élections ont été aidées. Plusieurs pays, les Américains, mais aussi plusieurs États européens aussi, ont aidé cette expérience. La Tunisie, comme la Libye, à un moment donné, était dans le viseur plutôt des accords d'Abraham. C'est-à-dire qu'il y avait un intérêt, et ça, c'est le risque aussi de l'administration Trump, c'est aller vers les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de soutien économique et monnayer, c'est ça qui nous préoccupe, et monnayer une aide économique ou un soutien financier, et qui peut être bilatéral, mais parfois il peut même passer par les institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale. C'est ça qui est préoccupant. Donc je dirais plutôt qu'il y a la Tunisie, l'intérêt c'est qu'elle a une frontière avec la Libye, et la Libye probablement elle va susciter l'intérêt c'est déjà le cas des Américains. Pas parce que c'est la Libye, mais parce que c'est un champ d'influence très important pour la Russie. Les Américains suivent de près, grâce aux Italiens, les mouvements très importants militaires opérés depuis les 2 bases russes en Syrie vers la Libye. Évidemment, la Tunisie, elle est dans cette constellation, en quelque sorte, d'intérêt à suivre. Mais un intérêt politique proprement dit, un investissement, ça reste une hypothèse de travail. Mais je crois que cette administration, Trump l'avait dit déjà, elle va se concentrer sur l'essentiel. Pour ce qui est l'essentiel pour eux, c'est le dossier le plus important. Et on avait commencé cet entretien pour vous dire que finalement, d'abord la qualité et la nature des interlocuteurs, donc des États en question, et aussi si ces États sont confrontés ou sont concernés par une compétition ou une guerre d'influence qui se livrent les Chinois et les Russes et probablement les Turcs dans ce pays-là. Et c'est pourquoi la Libye, elle a beaucoup plus donc de chances d'attirer l'attention et l'intérêt des Américains que la Tunisie. Ben, on y vient, hein, en Libye, fatalement. Donc ça reste quand même un pays fracturé. C'est un peu le parent pauvre aujourd'hui du changement politique en Afrique du Nord. Trump avait critiqué l'intervention de 2011 et pourrait adopter une approche minimaliste, garder juste un œil sur la Libye et de moins en moins intervenir. Est-ce que selon vous, cela risque d'aggraver l'instabilité ou au contraire de pousser vers une stabilisation pragmatique basée encore une fois sur cette approche transactionnelle de Donald Trump? Le président Trump, lors de son premier mandat, quand il a critiqué l'intervention américaine, évidemment, parce qu'il tire sur tout ce qui a été fait par Obama, et donc il a critiqué l'intervention américaine. Il faut rappeler que les Américains ont sauvé l'intervention franco-britannique, c'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné besoin urgent d'un soutien important, et ce sont les Américains qui sont décidés donc de soutenir cette intervention. Trump, il a dit, si j'étais moi au pouvoir, j'aurais certainement négocié l'intervention ou le soutien américain. C'est-à-dire que négocier, oui, je soutiens la révolution contre le régime Kadhafi, mais contre des garanties ou contre, bien sûr, des récompenses. Ou, bien sûr, il parle de projets, de chantiers, notamment pour les compagnies pétrolières. Et ça résume vraiment la pensée de Donald Trump, comment finalement il voit
l'engagement américain. Moi, je pense que la Libye va être un espace, un pays où une séquence politique à surveiller par l'administration américaine pour plusieurs raisons. D'abord, la raison qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que la Libye est un pays riche. Il y a des opportunités d'investissement qui sont énormes. Un pays est complètement à reconstruire, sans parler, bien sûr, des ressources énergétiques dont regorge le pays. Deuxième élément, c'est quand même un pays avec des frontières qui sont poreuses et que la question des organisations terroristes, djihadistes ou autres reste une des priorités importantes. La question sécuritaire, elle est importante. Le paradigme sécuritaire, il est omniprésent dans la stratégie américaine. Et donc, même si c'est loin des États-Unis, mais c'est tout de même important pour la stabilité, la sécurité régionale. Troisième élément important qui va intéresser les Américains, c'est qu'ils ne veulent surtout pas à ce que la Russie s'empare de la Libye, puisque la Russie aujourd'hui, évidemment, contrôle tout de même avec une relation de proximité avec le maréchal Haftar, même si ce dernier est quand même détenteur d'un passeport américain, et il reste très proche de la Russie. Et les Américains ne veulent pas à ce que les Russes s'emparent de plusieurs bases. Les bases de la Libye disposent de bases très importantes, à la fois à l'est, sud-est, mais aussi au centre et au sud. Et évidemment, ça, c'est pour une grande puissance, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour contenir ou limiter, si ce n'est pas négocier aussi une présence américaine. À un moment donné, on a parlé d'une présence américaine tout au long des frontières entre le Tchad et la Libye. Maintenant, le dernier volet, c'est celui de la construction politique. Officiellement, on a une nouvelle envoyée spéciale des Nations Unies qui est à l'œuvre après quand même après Madame Stéphanie et avec des résultats qui ne sont pas élogieux, des résultats qui sont maigres, puisque le mandat de Minurso, entre autres, le plus important, c'est d'aider les Libyens à se doter d'une nouvelle constitution et organiser des élections législatives générales et aussi présidentielles. On est encore loin en raison justement de l'entêtement de ces deux gouvernements. Mais je crois que ce n'est pas la priorité absolue des Américains. Ils ne se sont pas encore prononcés sur le soutien donné. Reste quand même, Stevens, ils ont quand même perdu un ambassadeur, ce n'est pas rien. En Libye, ça reste tout de même une tâche noire et aussi un scénario catastrophique pour eux. Donc, je pense que la Libye, elle est, pour toutes ces raisons, c'est une zone à surveiller pour la nouvelle administration. Et concernant l'Égypte, Trump a toujours affiché un soutien clair au président Sisi. Comment cette relation privilégiée pourrait-elle se traduire dans ce second mandat, notamment sur les dossiers régionaux comme Gaza ou le barrage de la Renaissance sur le Nil? Vous avez vu que le président égyptien était attendu à Washington, mais tout de même, il a trouvé des prétextes pour ne pas y aller, en Tout à voyant fait. l'accueil qui a été réservé au Roi de Jordanie. roi de Jordanie. Mais l'Égypte, la force, c'est-à-dire sa force de frappe et l'élément moteur, en fait, l'atout de négociation, c'est son armée. Il faut rappeler que l'aide, elle est à la base négociée pour l'armée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les corps constitués, parce que pour les Égyptiens, l'armée est une institution forte, et aussi parce que l'aide qui dépasse 1,2 milliard, 300 millions, c'est une aide aussi pour renforcer les capacités de l'armée, qui est chargée, entre autres, à veiller sur la sécurité sud, c'est-à-dire la sécurité d'Israël. Donc pour que ces deux pays-là puissent vivre dans une situation tout à fait acceptable. Il y a une crainte, d'abord, la première crainte qui est une déception. Le plan de Trump, le plan sur Gaza, est une déception pour le maréchal Sisi. C'est-à-dire que Sisi a toujours été un allié indéfectible, inconditionnel, et au-delà de Sisi, l'Égypte elle-même, et ce plan lui-même est tout de même a été mal perçu par les Égyptiens. On a bien vu même l'armée, etc., a réagi parce qu'on ne peut pas récompenser les efforts de l'Égypte, qui a été, il faut le dire, au niveau de droit international, co-responsable de blocus à travers justement la fermeture du passage du Rafah. Et dire aux Égyptiens, c'est à eux finalement
où c'est à eux d'accueillir des millions, probablement 1 million ou moins ou plus, avec la Jordanie, des ressortissants de Gaza. Ce n'est pas du tout, en tout cas, un message amical de la part d'un allié, parce que les conséquences, d'abord sécuritaires, c'est parce que aussi c'est un échec pour le président Sisi, pour l'institution militaire, pour dire, voilà, l'Égypte est tout de même complice d'une deuxième catastrophe, d'une deuxième Nakba, sans parler, bien sûr, le rôle central que joue aujourd'hui l'Égypte dans ce conflit israélo-palestinien. Donc ça, c'était quand même des mauvais augures, c'était un mauvais démarrage de la relation entre l'Égypte et entre Trump. Mais entre les deux hommes, c'est vrai qu'il y a une relation qui peut dire tout à fait acceptable et que les deux hommes peuvent se parler. Trump, il faut lire Trump. Trump, c'est un personnage qui a toujours envié les autocrates et les autoritaires, les hommes forts, comme il dit lui-même. Ah, pour lui, Trump, pour lui, Poutine, par exemple, c'est un luxe pour lui parce qu'il décide tout seul, c'est un guichet unique. Pour lui, les hommes forts, autoritaires, pour lui aussi, Sisi aussi, c'est un homme qui gouverne seul, c'est un homme à qui on demande des choses, il les fait tout de suite, il n'a pas besoin, il ne souffre pas, j'utilise le mot souffrir, entre guillemets, de contre-pouvoir. Même si aujourd'hui, Trump, on sait très bien, c'est l'idée qu'il a des contre-pouvoirs et il est en train de les affaiblir même à l'intérieur des États-Unis. Donc, je pense que l'Égypte, de par sa proximité, de par sa position géographique, de par aussi de l'importance de son institution militaire et aussi de l'importance de sa stabilité et sa stabilisation, qui passe nécessairement par la continuité de ses aides militaires et d'une relation importante, je crois que l'Égypte continuera à être en haut de la liste des priorités et des États partenaires de l'administration américaine. Pas au même niveau que, bien sûr, que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour des raisons plutôt transactionnelles et économiques très importantes, et je dirais même familiales, puisque le gendre de président Trump et son ancien conseiller en chef pour le Moyen-Orient, Jared Kushner, tout de même a fondé un grand fonds d'investissement dont les principaux actionnaires sont le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats et aussi le Bahreïn. Mais l'Égypte, pour des raisons géopolitiques, de stabilité aussi interne, de la peur aussi de revoir finalement un scénario un peu islamiste, tout ça fait que l'administration Trump va peser de son poids pour garder une relation de coopération étroite. On a beaucoup parlé de Trump, bien sûr, parce que l'élément personnel est très important dans cette nouvelle administration de Trump, mais il ne faut pas sous-estimer aussi le rôle des deux chambres, mais aussi de l'entourage. Même si on est tenté par le dire quand on étudie bien les CV, c'est important parce qu'une politique, elle est portée par des hommes. Trump, il est là, il donne finalement la direction, mais elle est portée par des hommes. Dans l'Afrique, on se réjouit parce qu'il y a des hommes franchement de qualité qui ont travaillé dans l'ancienne administration de Trump et qui connaissent très bien. Le Moyen-Orient, on a bien vu qu'il y a des choix aussi importants. Je pense qu'avec le temps, l'exercice de Trump va un petit peu, il va changer. Il va changer sous l'influence d'abord de ces hommes qui portent cette politique étrangère, mais aussi avec les échecs et les déboires. Il va être confronté finalement à la difficulté, à des contre-pouvoirs, pas locaux, mais plutôt internationaux, ce qui va le contraindre finalement à réorienter ou ajuster sa politique étrangère dans la région qui nous préoccupe aujourd'hui. J'aimerais tout de même revenir sur Gaza. Donc l'Égypte s'oppose fermement à tout déplacement forcé des Palestiniens de Gaza vers son territoire. Une idée qui a été évoquée à plusieurs reprises par les cercles proches de Trump et par Donald Trump lui-même. Selon vous, comment le Caire pourra-t-elle naviguer à travers cette pression tout en préservant son alliance, ses aides venant de Washington? Je ne vous cache pas, en suivant un petit peu la réaction et comment l'Égypte a géré ce dossier, à travers des réactions rapides de la part de son ministre des Affaires étrangères et ensuite aussi de Sisi, l'Égypte a cherché refuge, et c'est une valeur refuge aussi, donc en se tournant vers l'Arabie Saoudite. C'est quand même important. L'Égypte toute seule ne peut pas s'opposer frontalement parce que, évidemment, elle est vulnérable.
son économie est tributaire. Son économie, le financement de son armée est tributaire de l'aide américaine. Et vous avez remarqué qu'il y a quelques semaines, certains articles ont filtré dans la presse israélienne, disant qu'ils émanent des centres de réflexion proches de l'état-major, en disant que l'Égypte, je cite, reste quand même une menace substantielle. L'armée égyptienne, elle est en voie de modernisation, de réarmement, et elle reste une menace pour la sécurité d'Israël. Mais l'objectif, c'est bien sûr, c'est un peu de faire pression sur Sisi pour dire, attention, l'aide militaire, l'aide américaine, en tout cas destinée à l'armée, elle peut faiblir si l'Égypte s'oppose au plan de Trump. Et c'est pourquoi Sisi a tout de suite compris qu'il fallait absolument qu'il ne soit pas seul dans cette position. Il a demandé de l'aide, évidemment. Il l'a trouvé donc avec les Saoudiens, qui sont très écoutés. Il faut dire que MBS, aujourd'hui, est la personnalité la plus écoutée par Trump, tout simplement parce que l'Arabie Saoudite a noué d'excellentes relations avec tous les hommes proches de Trump. C'est-à-dire qu'MBS a fait un calcul gagnant, c'est qu'il a donné carte blanche au chef de ce qu'on appelle le Fonds souverain saoudien, Yasser Al-Rumayyan, et il a créé vraiment un réseau très, 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 très important, des relations presque amicales, proches avec Trump. Et donc, pour répondre à la question, Sisi a besoin de l'Arabie Saoudite pour le soutenir dans sa position, quitte finalement à même cautionner ce que l'Arabie Saoudite va le faire. Et vous avez remarqué que le sommet du Caire, le sommet arabe, il a été précédé par un mini-sommet, un mini-format, c'est inédit, convoqué par Mohamed Ben Salman. Le président Sisi est arrivé la veille pour parler de ce plan et comment discuter avec Mohamed Ben Salman, comment répondre finalement à ce plan de Trump, de déplacement forcé de la population de Gaza, avec une seule question qui fait un petit peu débat, c'est la question de la gouvernance de Gaza, c'est-à-dire qui va gouverner. On sait très bien que là, il y a divergence. Les Égyptiens sont opposés aussi foncièrement à ce que le Hamas continue, le Hamas comme il se présente aujourd'hui, à continuer, et ça, c'est le point de désaccord. Mais pour la relation avec Washington, je suis d'accord avec vous, c'est un élément de vulnérabilité pour l'Égypte. L'Égypte passe une période très critique en raison justement de ce qui se passe à Gaza, et en raison malheureusement de ces liens très importants avec les États-Unis, et c'est pourquoi aujourd'hui le soutien en tout cas demandé auprès des États du Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite, il est primordial pour la soutenir dans sa position. Bon, on a parlé de pratiquement tous les pays de la région. La question qui me vient à l'esprit maintenant, c'est est-ce que finalement le retour de Trump à la Maison-Blanche est un facteur de division entre les pays d'Afrique du Nord, ou au contraire, ça pourrait pousser à une sorte de forme de coopération régionale face à son imprévisibilité? Moi, j'aimerais bien qu'il fasse le même effet que pour les Européens. Ça serait vraiment un tournant, en tout cas, si l'arrivée de Trump va finalement pousser les États de l'Afrique du Nord à penser à un ensemble d'intégration régionale, et en laissant même les points de divergence et travailler sur la convergence, pourquoi pas? Je ne vois pas vraiment l'avenir de cette région sans vraiment une coopération entre les pays. Évidemment, la question, sincèrement, les accords d'Abraham, le Maroc n'a pas tiré une cartouche contre Israël, donc je ne vois pas pourquoi, ou l'accord avec le Bahreïn, ou l'accord des Émirats arabes unis. Donc on voit bien un petit peu ces accords d'Abraham. Quelle est la finalité si les deux intéressés, les deux concernés, n'arrivent pas à vivre ensemble, ou disons que plutôt les Israéliens ne veulent pas que les Palestiniens vivent sur leur terre. Donc aller chercher la paix ailleurs, ce n'est pas la finalité. Et c'est pourquoi les accords d'Abraham, c'est aussi un élément. Les accords d'Abraham, un élément de divergence, parce que l'Algérie aujourd'hui, elle a comme voisin, quand on a des positions militaires, on verra, on ne connaît pas très bien quelle est la nature de l'avancement de la coopération militaire entre le Maroc et Israël. Mais évidemment, on se souvient même, il y avait même une usine pour le montage des drones qui a été refusée, selon Al País, par le gouvernement espagnol, parce qu'elle était au nord au nord du pays. Ça, c'est selon la presse espagnole. Donc finalement, l'Algérie, elle est pas aussi dans une position délicate où elle pourrait avoir comme voisin des
dépositions israéliennes sur le territoire marocain. Donc, il y a un élément de division, finalement, de pousser vers les accords d'Abraham ou pousser vers une installation, vers une consolidation donc de relations militaires entre Israël et le Maroc. Et l'Algérie, elle est appelée à trouver la parade et à chercher une alternative très, très, très importante en matière de coopération parce que ça va amener les pays vers des repositionnements, chercher des alliances, en quelque sorte, des alliances, parce que le Maroc a maintenant Israël comme allié, les États-Unis sont derrière Israël, et l'Algérie se découvre finalement, parce que même si en Europe, on parle toujours, l'Algérie, elle est dans le camp anti-occidental, elle est dans le camp russe, qui est un élément de langage qui était fabriqué par des centres de recherche pour nuire aux intérêts de l'Algérie. L'Algérie n'a jamais été dans un camp anti-européen ou occidental. L'Algérie n'a jamais été dans un camp pro-russe. Au contraire, vous connaissez très bien aussi les divergences entre Alger et Moscou sur le Sahel, sur la Libye, qui sont très, 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 très importantes. Donc voilà, pour cette raison, oui, Trump pour l'Europe qui secoue finalement la table et qui pousse les dirigeants à réfléchir sur une nouvelle approche indépendante et autonome. Trump, pour le Maghreb, s'il reste cantonné dans cette idée des accords d'Abraham, oui, évidemment, ça va encore approfondir les divergences qui ont atteint déjà un niveau inquiétant dans la région. On s'achemine lentement vers la fin de cet excellent podcast. Monsieur Hassani Abidi, quels sont selon vous, pour finir, les dossiers clés à surveiller dans les prochains mois pour mesurer l'impact réel de Donald Trump sur l'Afrique du Nord? Moi, je pense que tous les dossiers sont liés. On va voir d'abord quelle est la marge de manœuvre de Trump et jusqu'où il pourrait y aller face à tout de même une opposition européenne très importante et quand même historique dans le dossier ukrainien. Est-ce que Trump teste finalement les résistances des autres ou non? Sur le deuxième, un autre sujet qui concerne aussi l'Afrique du Nord, puisque la centralité de la question palestinienne, elle est importante dans les opinions publiques de l'Afrique du Nord et même chez des dirigeants. On va voir aussi quelles sont ses marges et quelle est finalement sa politique du jour d'après à Gaza. Ces deux dossiers vont à la fois conditionner sa politique ou ses autres dossiers, notamment en Afrique du Nord, mais aussi vont donner des idées aux pays de l'Afrique du Nord, aux États de l'Afrique du Nord, comment finalement réagir face à Donald Trump. En quelque sorte, nous n'avons pas de précédent empirique, mais nous avons plutôt une situation ouverte, évolutive, qui peut donc changer de jour au lendemain et que même ni les politistes ni les chercheurs sont incapables probablement de prédire ou d'analyser. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment commenter. Monsieur Hassani Abidi, merci beaucoup. Merci, c'est Akram Khalif.